On passe à l'extrait que j'ai choisi de vous lire, donc on est au tout début du livre. Le livre c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et c'est écrit par Yuval Noah Harari. Le tout premier chapitre, qui s'appelle donc « Un animal insignifiant ». Il y a environ 13,5 milliards d'années, la matière, l'énergie, le temps et l'espace apparaissaient à l'occasion du Big Bang. L'histoire de ces traits fondamentaux de notre univers est ce qu'on appelle la physique. Environ 300 000 ans après leur apparition, la matière et l'énergie commencèrent à se fondre en structures complexes, appelées atomes, lesquels se combinèrent ensuite en molécules. L'histoire des atomes, des molécules et de leurs interactions est ce qu'on appelle la chimie. Voici près de 3,8 milliards d'années, sur la planète Terre, certaines molécules s'associèrent en structures particulièrement grandes et compliquées, les organismes. L'histoire des organismes est ce qu'on appelle la biologie. Voici près de 70 000 ans, des organismes appartenant à l'espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore plus élaborées, les cultures. Le développement ultérieur de ces cultures humaines est ce qu'on appelle l'histoire. 3 révolutions importantes infléchirent le cours de l'histoire. La révolution cognitive donna le coup d'envoi à l'histoire voici quelques 70 000 ans. La révolution agricole l'accéléra voici environ 12 000 ans. La révolution scientifique, engagée voici seulement 500 ans, pourrait bien mettre fin à l'histoire et amorcer quelque chose d'entièrement différent. Ce livre raconte comment ces 3 révolutions ont affecté les êtres humains et les organismes qui les accompagnent. Il y a eu des êtres humains bien avant qu'il y ait histoire. Des animaux très proches des hommes modernes apparurent il y a environ 2,5 millions d'années. Pendant d'innombrables générations, cependant, ils ne se distinguèrent pas de la myriade d'autres organismes dont ils partageaient les habitats. Voici 2 millions d'années, en excursion en Afrique orientale, vous auriez pu tomber sur un éventail de personnages familiers. Des mères inquiètes câlinant leurs bébés et des bandes d'enfants insouciants jouant dans la boue, des jeunes capricieux en révolte contre les diktats de la société et des vieux fatigués qui demandaient seulement qu'on leur fiche la paix, des machos bombant le torse pour impressionner la beauté locale et de vieilles et sages matriarches qui avaient déjà tout vu. Ces hommes archaïques aimaient, jouaient, nouaient des amitiés et se disputaient rang et pouvoir. Mais les babouins, les chimpanzés et les éléphants en faisaient autant. Ils n'avaient rien de très particulier. Personne, et les humains moins que quiconque, n'imaginaient que leurs descendants marcheraient un jour sur la Lune, scinderaient l'atome, sonderaient le code génétique et écriraient des livres d'histoire. Ce qu'il faut avant tout savoir des hommes préhistoriques, c'est qu'ils étaient des animaux insignifiants, sans plus d'impact sur leur milieu que des gorilles, des lucioles ou des méduses. Les biologistes classent les organismes en espèces. On dit d'animaux qu'ils appartiennent à la même espèce s'ils ont tendance à s'accoupler l'un avec l'autre, donnant naissance à des rejetons féconds. Juments et ânes ont un ancêtre commun récent et partagent maints traits physiques. Sexuellement, cependant, ils ne s'intéressent guère les uns aux autres. Ils s'accoupleront si on les y pousse, mais ils donneront des mules ou des mulets stériles. Les mutations de l'ADN de l'âne ne sauraient donc jamais se transmettre aux chevaux et inversement. Les 2 types d'animaux sont considérés comme des espèces différentes, suivant des voies évolutives différentes. En revanche, un bulldog et un épagneul paraissent très différents, mais ils sont membres de la même espèce, partageant le même vivier d'ADN. Leur accouplement sera fructueux, et leurs chiots, devenus adultes, pourront s'accoupler avec d'autres chiens et faire à leur tour des petits. Les espèces issues d'un ancêtre commun sont réunies sous le vocable de genre, en latin genus ou genera au pluriel.
Lions, tigres, léopards et jaguars sont des espèces différentes du genre Panthera. Les biologistes baptisent les organismes d'un double nom latin, indiquant le genre suivi de l'espèce. Les lions, par exemple, portent le nom de Panthera leo, l'espèce Léo du genre Panthera. Les lecteurs de ce livre sont vraisemblablement tous des Homo sapiens, de l'espèce sapiens, sage, et du genre Homo, homme. Les genres sont à leur tour regroupés en familles. Ainsi des chats, lions, guépards, chats domestiques, des chiens, loups, renards, chacals, ou des éléphants, éléphants, mammouths, mastodontes. Tous les membres d'une même famille peuvent faire remonter leur lignage à une matriarche ou un patriarche fondateur. Par exemple, du plus petit chaton domestique au lion le plus féroce, tous les chats ont un ancêtre félin commun qui vivait il y a environ 25 millions d'années. Homo sapiens appartient lui aussi à une famille. Un fait banal qui a été l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Homo sapiens a longtemps préféré se croire à part des autres animaux, un orphelin sans famille, privé de frères et sœurs et de cousins et surtout sans parents. Or, ce n'est pas le cas. Qu'on le veuille ou non, nous sommes membres d'une grande famille particulièrement tapageuse, celle des grands singes. Parmi nos plus proches parents vivants figurent les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Les plus proches sont les chimpanzés. Il y a 6 millions d'années, une même femelle eut 2 filles, l'une qui est l'ancêtre de tous les chimpanzés, l'autre qui est notre grand-mère. Homo sapiens a caché un secret encore plus dérangeant. Non seulement nous avons pléthore de cousins peu civilisés, mais nous avions aussi jadis bon nombre de frères et sœurs. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme les seuls humains parce que, au cours des 10 000 dernières années, notre espèce a bel et bien été la seule espèce humaine dans les parages. Pourtant, le sens réel du mot « humain » est « animal appartenant au genre Homo », et il y a eu beaucoup d'autres espèces de ce genre en plus d'Homo sapiens. De surcroît, on le verra dans le dernier chapitre du livre, dans un avenir pas si lointain, nous pourrions avoir affaire à des humains non sapiens. Afin de clarifier ce point, je précise que j'emploierai souvent le mot sapiens, sapiens au pluriel, pour désigner les membres de l'espèce Homo sapiens, et réserverai le mot humain à tous les membres existants du genre Homo. Les humains sont apparus en Afrique de l'Est voici environ 2,5 millions d'années, issus d'un genre antérieur de singes, Australopithecus ou Australopithèque, qui signifie singe austral. Il y a environ 2 millions d'années, une partie de ces hommes et femmes archaïques quittèrent leur foyer d'origine pour traverser et coloniser de vastes régions d'Afrique du Nord, d'Europe et d'Asie. La survie dans les forêts enneigées d'Europe septentrionale n'exigeant pas les mêmes qualités que la survie dans les jungles fumantes d'Indonésie, les populations humaines évoluèrent dans des directions différentes. Il en résulta diverses espèces distinctes, auxquelles les savants ont assigné des noms latins pompeux. Les humains d'Europe et d'Asie occidentale ont donné l'Homo néanderthalis, l'homme de la vallée de Néander, plus communément connu sous le nom de Néandertal. Plus trapu et plus musculeux que le sapiens, le Néandertal était bien adapté au climat froid de l'Eurasie occidentale à l'âge glaciaire. Les régions orientales de l'Asie étaient peuplées par l'Homo erectus, ou homme dressé, qui y survécut près de 2 millions d'années, ce qui en fait l'espèce humaine la plus durable qui ait jamais vécu. Il est peu probable que ce record soit jamais battu, même par notre espèce. Il est douteux qu'Homo sapiens soit encore dans les parages dans un millénaire, alors 2 millions d'années est tout à fait inconcevable. Sur l'île de Java, en Indonésie, vivait l'Homo soloensis,
l'homme de la vallée de Solo, mieux armé pour vivre sous les tropiques. Sur une autre île indonésienne, l'îlot de Flores, vivaient des humains archaïques qui ont subi un processus de rabougrissement. Les humains atteignirent Flores quand le niveau de la mer était exceptionnellement bas et que l'île était aisément accessible depuis le continent. Quand le niveau des mers remonta, certains se trouvèrent pris au piège sur l'île, pauvre en ressources. Les grands éléments, qui ont besoin de beaucoup de nourriture, furent les premiers à mourir. Les plus petits survécurent bien plus facilement. Au fil des générations, la population de Flores devint une population de nains. Cette espèce unique, dont le nom scientifique est Homo floresiensis, ne dépassait pas 1 mètre pour un poids maximal de 25 kilos. Ils n'en furent pas moins capables de produire des outils de pierre et, à l'occasion, réussirent à chasser l'éléphant, même si, pour être honnête, il s'agissait aussi d'éléphants nains. En 2010, un autre frère perdu fut arraché à l'oubli quand des chercheurs fouillant la grotte de Denisova, en Sibérie, découvrirent une phalange fossilisée. L'analyse génétique prouva que le doigt était celui d'une espèce humaine encore inconnue, qu'on a baptisée du nom d'Homo denisova. Qui sait combien de nos parents perdus attendent d'être redécouverts dans d'autres grottes, sur d'autres îles, dans d'autres contrées. Pendant que ces humains évoluaient en Europe et en Asie, l'évolution ne s'arrêta pas en Afrique de l'Est. Le berceau de l'humanité continua de nourrir de nombreuses espèces nouvelles, telles que l'Homo rudolfensis, l'homme du lac Rodolphe, l'Homo ergaster, homme artisan, et finalement notre propre espèce, que nous avons immodestement baptisée du nom d'Homo sapiens, homme sage. Les membres de certaines de ces espèces étaient massifs, d'autres nains. Les uns étaient de redoutables chasseurs quand les autres étaient de faibles cueilleurs. Si certains ne quittèrent jamais leur île, beaucoup écumèrent les continents. Mais toutes appartenaient au genre Homo. Tous étaient des êtres humains. Un sophisme commun est d'imaginer une ascendance linéaire, avec l'ergaster qui engendre Erectus, qui engendre Néandertal, qui lui-même mène à nous. Or, ce modèle linéaire donne l'impression fausse qu'à tout moment, un seul type d'humain aurait habité la Terre et que toutes les espèces antérieures ne seraient que des modèles plus anciens de nous-mêmes. La vérité est qu'entre voici 2 millions d'années et 10 000 ans, le monde a hébergé, en même temps, plusieurs espèces humaines. Et pourquoi pas? Il existe bien aujourd'hui plusieurs espèces de renards, d'ours et de cochons. Il y a 100 000 ans, au moins 6 espèces d'hommes arpentaient la Terre. C'est notre exclusivité présente, non pas la pluralité d'espèces passées, qui est peut-être particulière et compromettante. Nous le verrons sous peu, nous, les sapiens, avons de bonnes raisons de refouler le souvenir de nos frères et sœurs. Le coût de la pensée. En dépit de leurs multiples différences, toutes les espèces partagent plusieurs caractéristiques marquantes. La plus notable est la taille extraordinaire du cerveau en comparaison de celui des autres animaux. Les mammifères de 60 kg ont un cerveau moyen de 200 cm3. Les tout premiers hommes, voici 2,5 millions d'années, avaient un cerveau d'environ 600 cm3. Le sapiens moderne possède un cerveau moyen de 1200-1400 cm3. Les cerveaux de Néandertal étaient encore plus gros. Que l'évolution ait sélectionné les gros cerveaux peut bien nous sembler couler de source. Nous sommes si épris de notre grande intelligence que nous imaginons qu'en matière de puissance cérébrale, plus on en a, mieux c'est. Si tel était le cas, cependant, la famille des félins aurait aussi produit des chats sachant calculer, et les cochons auraient maintenant lancé leur propre programme spatial. Pourquoi les cerveaux géants sont-ils si rares dans le règne animal? Un cerveau géant est épuisant pour le corps. Il n'est pas facile à trimballer, surtout enchâssé dans un crâne massif. Il est plus difficile encore à alimenter. Chez l'Homo sapiens, le cerveau représente autour de 2 à 3% du poids corporel total.
mais ils consomment 25% de l'énergie du corps quand celui-ci est au repos, contre 8% seulement pour le cerveau des autres grands singes. Les humains archaïques payèrent leur gros cerveau de 2 façons. Premièrement, ils passèrent plus de temps à chercher de quoi se nourrir. Deuxièmement, leurs muscles s'atrophièrent. Comme un gouvernement détourne des fonds de la défense vers l'éducation, les hommes détournèrent de l'énergie des biceps vers les neurones. Que ce soit une bonne stratégie pour survivre dans la savane ne va pas de soi. Si un chimpanzé ne peut l'emporter dans une discussion avec un Homo sapiens, le singe peut le déchiqueter comme une poupée de chiffon. Aujourd'hui, nos gros cerveaux donnent de bons résultats, car nous savons produire des voitures et des fusils qui nous permettent d'aller plus vite que les chimpanzés et de les abattre à bonne distance au lieu de lutter avec eux. Or, voitures et fusils sont un phénomène récent. Pendant plus de 2 millions d'années, les réseaux neuronaux de l'homme n'ont cessé de croître, mais en dehors de couteaux en silex ou de bâtons pointus, il n'était pas grand-chose de précieux pour l'attester. Comment expliquer l'évolution du cerveau humain massif au cours de ces 2 millions d'années? Franchement, nous n'en savons rien. Un autre trait humain singulier est que nous marchons redressés sur 2 jambes. Debout, il est plus facile de scruter la savane, de guetter le gibier ou l'ennemi, tandis que les bras, devenus inutiles pour la locomotion, sont libérés à d'autres fins, lancer des pierres ou des signaux par exemple. Plus ces mains pouvaient faire de choses, plus leurs propriétaires connaissaient de réussite, de sorte que la pression évolutive s'est traduite par une concentration croissante de nerfs et de muscles tout en délicatesse dans les paumes et les doigts. De ce fait, les humains peuvent accomplir avec leurs mains des tâches d'une extrême complexité. Ils peuvent notamment produire des outils élaborés. La première preuve d'une production d'outils date d'il y a environ 2,5 millions d'années. Et la manufacture et l'utilisation d'outils sont, selon les archéologues, les critères auxquels on reconnaît les anciens humains. Marcher redressé avait cependant son revers. Le squelette de nos ancêtres primates se développa des millions d'années durant pour supporter une créature qui marchait à 4 pattes et avait une tête relativement petite. S'ajuster à la position debout était un défi d'autant plus redoutable que l'échafaudage devait supporter un crâne extra large. L'espèce humaine paya sa hauteur de vue et ses mains industrieuses par des migraines et des raideurs dans la nuque. Pour les femmes, il y eut un prix supplémentaire. La position droite nécessitait des hanches plus étroites, resserrant le canal utérin, et ce, au moment précis où la tête des bébés devenait toujours plus grosse. La mort en couche fut un risque majeur pour les femelles humaines. Celles qui accouchaient tôt, quand le cerveau et la tête du bébé étaient encore relativement petits et souples, s'en sortaient mieux et pouvaient avoir plus d'enfants. En conséquence, la sélection naturelle favorisa les naissances précoces. De fait, en comparaison d'autres animaux, les humains naissent prématurés, alors que nombre de leurs systèmes vitaux sont encore sous-développés. Un poulain peut trottiner peu après sa naissance. Un chaton de quelques semaines quitte sa mère pour explorer le monde tout seul. Les bébés d'hommes sont démunis, tributaires durant de longues années de leurs aînés qui assurent leur nourriture, leur protection et leur éducation. Cet élément a grandement contribué aux extraordinaires capacités sociales de l'humanité comme à ses problèmes sociaux uniques. Avec leurs enfants accrochés à leur basque, les mères solitaires ne pouvaient guère trouver assez de nourriture pour leurs rejetons et pour elles-mêmes. Élever des enfants nécessitait l'aide constante des autres membres de la famille et des voisins. Il faut une tribu pour élever un homme. Ainsi, l'évolution favorisa-t-elle ceux qui sont capables de nouer de robustes liens sociaux. De surcroît, les humains naissant sous-développés, ils se prêtent bien mieux qu'aucun autre animal à l'éducation et à la socialisation. La plupart des mammifères sortent de la matrice telle une poterie émaillée d'un four. Vouloir la remodeler, c'est seulement risquer de l'égratigner ou de la briser.
Les humains sortent de la matrice comme du verre fondu d'un four. On peut les tourner, les étirer et les façonner avec un étonnant degré de liberté. C'est bien pourquoi nous pouvons aujourd'hui éduquer nos enfants, en faire des chrétiens ou des bouddhistes, des capitalistes ou des socialistes, des hommes épris de guerre ou de paix. Nous supposons qu'un gros cerveau, l'usage d'outils, des capacités d'apprentissage supérieures et des structures sociales complexes sont des avantages immenses. Que ceci ait fait de l'espèce humaine l'animal le plus puissant sur Terre paraît aller de soi. Or, 2 bons millions d'années durant, les humains ont joui de tous ces avantages en demeurant des créatures faibles et marginales. Les humains qui vivaient voici 1 million d'années, malgré leur gros cerveau et leurs outils de pierre tranchants, connaissaient la peur constante des prédateurs, du gros gibier rarement chassé et subsistaient surtout en cueillant des plantes, en ramassant des insectes, en traquant des petits animaux et en mangeant les charognes abandonnées par d'autres carnivores plus puissants. Un des usages les plus courants des premiers outils de pierre consistait à ouvrir les os pour en extraire la moelle. Selon certains chercheurs, telle serait notre niche originelle. De même que la spécialité des pics est d'extraire les insectes des troncs d'arbres. De même, les premiers hommes se spécialisèrent dans l'extraction de la moelle. Pourquoi la moelle ? Eh bien, imaginez que vous observiez une troupe de lions abattre et dévorer une girafe. Vous attendez patiemment qu'ils aient fini. Mais ce n'est pas encore votre tour à cause des chacals et des hyènes. Vous n'avez aucune envie de vous frotter à eux, qui récupèrent les restes. C'est seulement après que vous et votre bande oserez approcher de la carcasse, en regardant prudemment à droite et à gauche, puis fouiller les rares tissus comestibles abandonnés. C'est là une clé pour comprendre notre histoire et notre psychologie. Tout récemment encore, le genre Homo se situait au beau milieu de la chaîne alimentaire. Des millions d'années durant, les êtres humains ont chassé des petites créatures et ramassé ce qu'ils pouvaient, tout en étant eux-mêmes chassés par des prédateurs plus puissants. Voici 400 000 ans seulement que plusieurs espèces d'hommes ont commencé à chasser régulièrement le gros gibier, et 100 000 ans seulement, avec l'essor de l'Homo sapiens, que l'homme s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire. Ce bond spectaculaire du milieu au sommet a eu des conséquences considérables. Les autres animaux, situés en haut de la pyramide, tels les lions ou les requins, avaient eu des millions d'années pour s'installer très progressivement dans cette position. Cela permit à l'écosystème de développer des freins et des contrepoids qui empêchaient lions et requins de faire trop de ravages. Les lions devenant plus meurtriers, les gazelles ont évolué pour courir plus vite, les hyènes pour mieux coopérer et les rhinocéros pour devenir plus féroces. À l'opposé, l'espèce humaine s'est élevée au sommet si rapidement que l'écosystème n'a pas eu le temps de s'ajuster. De surcroît, les humains eux-mêmes ne se sont pas ajustés. La plupart des grands prédateurs de la planète sont des créatures majestueuses. Des millions d'années de domination les ont emplis d'assurance. Le sapiens, en revanche, ressemble plus au dictateur d'une république bananière. Il n'y a pas si longtemps, nous étions les opprimés de la savane, et nous sommes pleins de peurs et d'angoisses quant à notre position, ce qui nous rend doublement cruels et dangereux. Des guerres meurtrières aux catastrophes écologiques, maintes calamités historiques sont le fruit de ce saut précipité. Dans cette ascension, une étape significative fut la domestication du feu. Il y a 800 000 ans déjà, certaines espèces humaines faisaient peut-être à l'occasion du feu. Voici environ 300 000 ans, Homo erectus, les Néandertals et les ancêtres d'Homo sapiens faisaient quotidiennement du feu. Les humains disposaient alors d'une source de lumière et de chaleur fiable, ainsi que d'une arme redoutable contre les lions en maraude. Peu après,
les hommes ont bien pu commencer à mettre délibérément le feu aux alentours de leur habitat. Un feu soigneusement maîtrisé pouvait transformer des fourrés stériles et infranchissables en pâture de choix grouillant de gibier. En outre, le feu une fois éteint, les entrepreneurs de l'âge de pierre arpentaient les restes fumants à la recherche d'animaux carbonisés, de noix et de tubercules. Mais la meilleure chose qu'ait apporté le feu, c'est la cuisine. Des aliments indigestes sous leur forme naturelle, ainsi du blé, du riz et des pommes de terre, devinrent des produits de base de notre régime grâce à la cuisine. Mais le feu ne changea pas seulement la chimie des aliments, il en changea aussi la biologie. La cuisine tua des germes et des parasites qui infestaient les aliments. Il devint aussi beaucoup plus facile aux hommes de mâcher et de digérer leurs vieux aliments favoris en les cuisinant, fruits, noix, insectes et charognes. Tandis qu'un chimpanzé passe 5 heures à mâchonner de la nourriture crue, 1 heure suffit à un homme qui mange de la nourriture cuisinée. L'apparition de la cuisine permit aux hommes de manger des aliments plus variés, de passer moins de temps à se nourrir et de le faire avec des dents plus petites et des intestins plus courts. Selon certains spécialistes, il existe un lien direct entre l'apparition de la cuisine, le raccourcissement du tube digestif et la croissance du cerveau. Les longs intestins et les gros cerveaux dévorant chacun de l'énergie, il est difficile d'avoir les deux. En raccourcissant les intestins et en réduisant leur consommation d'énergie, la cuisine a sans le vouloir ouvert la voie au jumbo-cerveau des Néandertals et des Sapiens. Le feu a aussi ouvert le premier gouffre significatif entre l'homme et les autres animaux. La puissance de presque tous les animaux leur vient de leur corps, la force de leurs muscles, la taille de leurs dents, l'envergure de leurs ailes. S'ils peuvent exploiter vents et courants, ils sont bien incapables de maîtriser ces forces naturelles et sont toujours contraints par leur physique. Les aigles, par exemple, identifient les colonnes qui s'élèvent du sol, déploient leurs ailes géantes et laissent l'air chaud les porter. En revanche, ils ne sauraient maîtriser la place des colonnes et leur capacité de portage maximale est strictement proportionnelle à leur envergure. Domestiquant le feu, les hommes s'emparèrent d'une force obéissante et potentiellement illimitée. À la différence des aigles, ils purent choisir quand et où allumer une flamme, puis exploiter le feu pour diverses tâches. Qui plus est, la puissance du feu n'était pas limitée par la forme, la structure ou la vigueur du corps humain. Une femme seule avec un silex et un bâton à feu pouvait brûler une forêt entière en quelques heures. La domestication du feu était un signe des choses à venir. Eh bien voilà, je vais m'arrêter là pour l'extrait de cette semaine. Un très long extrait qui, moi, m'a mis une petite claque, c'est-à-dire que notre suffisance d'humain, elle est enracinée depuis tellement longtemps. Et effectivement, cette suffisance qui fait aussi qu'on s'est coupé. Si vous ne l'avez pas lu et vu, je vous invite vraiment à aller voir le dessin de Sido sur notre site projet-lapasserelle.com. L'article avec le texte et le dessin s'appelle « Le sens du courant ». Dedans, elle met un extrait de Barjavel, un dessin somptueux, et un extrait qui rappelle qu'à un moment donné, l'homme s'est coupé de la nature. L'homme s'est coupé de son environnement. Et du moment où il a commencé à domestiquer, il a cru qu'il était le pouvoir, qu'il avait le pouvoir, et il a fait enfler sa suffisance. Ça veut dire que notre suffisance, avec laquelle on se débat, des fois on se dit dans des groupes spiritualistes, tout ça, oui, moi je veux me défaire de ma suffisance, je veux n'être qu'humilité. En fait, notre suffisance, ça fait genre 100 000 ans qu'on se la trimballe, depuis le moment en fait où d'un coup on est passé en tête de la chaîne alimentaire. 100 000 ans de suffisance, quoi. Alors, ça donne quoi? Ça donne que
La suffisance est en toute chose, dans absolument toute chose. Prenez n'importe quelle action que vous faites, vous pouvez la décrypter sous l'angle de la suffisance. C'est magique. Donc on ne peut pas éradiquer la suffisance. Par contre, on peut maîtriser notre suffisance et faire en sorte que ça ne soit pas elle qui guide la totalité de notre vie. Et au contraire, notre suffisance va nous servir à nous pousser au cul pour arrêter des comportements qui nous font chier, pour changer des choses, pour se caler en se disant non mais quand même quoi, on a une putain de suffisance qui a 100 000 ans derrière nous, autant s'en servir pour aller dans le sens peut-être de l'énergie et de la réconciliation avec la nature et de juste revenir à sa place. C'est un petit peu étrange, hein. Il faut se servir de notre suffisance pour revenir à notre place. Je vais m'arrêter là-dessus. Je développerai, peut-être ou pas, va savoir. Je vous laisse découvrir ça. La suite sur l'article qui présente ce podcast. Et ça, évidemment, c'est à retrouver sur le site projet-lapasserelle.com. C'est là que vous pouvez également retrouver tous nos autres articles. Je dis nous car nous sommes un collectif qui présente sa vision chamanique et un peu rock'n'roll aussi du monde. Donc tous nos autres articles, il y a des articles qui parlent de tarologie, d'astrologie, des points de vue sur le monde, des créations, de dessins, de musique. D'ailleurs la création musicale, c'est un podcast qui s'appelle La Passerelle Musicale. Bref, il y a plein de choses. Alors venez faire un tour, projet-lapasserelle.com. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com, les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que même si les sapiens peuplaient déjà l'Afrique orientale voici 150 000 ans, ils commencèrent à envahir le reste de la planète Terre et à pousser les autres espèces humaines à l'extinction il y a seulement 70 000 ans. Dans les millénaires qui séparent ces deux dates, et alors même que ces sapiens archaïques nous ressemblaient en tout point et que leur cerveau avait la taille des nôtres, ils n'avaient pas d'avantage décisif sur une autre espèce humaine, ne produisaient pas d'outils particulièrement sophistiqués et n'accomplissaient pas d'autres prouesses. En fait, dans la première rencontre attestée entre Sapiens et Néandertal, ce sont ces derniers qui gagnèrent. Voici quelques 100 000 ans, certains groupes de Sapiens s'aventurèrent au Levant, le territoire des Néandertals, mais ne réussirent pas à s'y implanter vraiment. Méchanceté des indigènes ? Climat peu clément, parasites locaux peu familiers, quelle que soit la raison, les sapiens finirent par battre en retraite, laissant les Néandertals maîtres du Moyen-Orient. Ce piètre bilan a conduit certains chercheurs à spéculer que la structure interne du cerveau de ces sapiens était probablement différente de la nôtre. Ils nous ressemblaient, mais leur capacité cognitive, apprentissage, remémoration, communication était bien plus limitée. Apprendre l'anglais à un ancien sapiens, le persuader de la vérité du dogme chrétien ou l'amener à comprendre la théorie de l'évolution eût probablement été sans résultat. Inversement, nous aurions eu beaucoup de mal à apprendre sa langue et à comprendre sa façon de penser. Mais ensuite, il y a environ 70 000 ans, Homo sapiens commença à faire des choses très particulières. Des bandes de sapiens quittèrent l'Afrique une seconde fois pour refouler les Néandertals et les autres espèces humaines du Moyen-Orient, mais aussi les effacer de la surface de la Terre. Dans un laps de temps étonnamment court, les sapiens arrivèrent en Europe et en Asie de l'Est. Voici quelques 45 000 ans, ils se débrouillèrent pour traverser la mer et débarquèrent en Australie, un continent où les humains ne s'étaient encore jamais aventurés. La période qui va des années 70 000 à 30 000 vit l'invention des bateaux, des lampes à huile, des arcs et des flèches, des aiguilles, essentielles pour coudre des vêtements chauds. Les premiers objets que l'on puisse appeler des objets d'art
ou des bijoux datent de cette ère, de même que les premières preuves irrécusables de religion, de commerce et de stratification sociale. La plupart des chercheurs pensent que ces réalisations sans précédent sont le produit d'une révolution touchant les capacités cognitives du sapiens. Ils pensent que les hommes qui poussèrent les Néandertals vers l'extinction, se fixèrent en Australie et sculptèrent l'homme-lion de Stadel étaient aussi intelligents, sensibles et créatifs que nous. Si nous rencontrions les artistes de la caverne de Stadel, nous pourrions apprendre leur langue et eux la nôtre. Nous pourrions leur expliquer tout ce que nous savons, des aventures d'Alice au pays des merveilles à la physique quantique, et ils pourraient nous dire comment eux voient le monde. L'apparition de nouvelles façons de penser et de communiquer entre 70 000 et 30 000 ans constitue la révolution cognitive. Quelle en fut la cause ? Nous n'avons pas de certitude. Selon la théorie la plus répandue, des mutations génétiques accidentelles changèrent le câblage interne du cerveau des sapiens, leur permettant de penser de façon sans précédent et de communiquer en employant des langages d'une toute nouvelle espèce. Nous pourrions parler à ce propos de mutation de l'arbre de la connaissance. Pourquoi s'est-elle produite dans l'ADN des sapiens plutôt que dans celui des Néandertals ? Pur hasard, pour autant qu'on puisse le dire. Mais il importe davantage de comprendre les conséquences de la mutation de l'arbre de la connaissance que ses causes. Que possédait de si particulier la nouvelle langue des sapiens qu'elle nous ait permis de conquérir le monde ? Ce n'était pas la première langue. Tous les animaux possèdent une sorte de langage. Même les insectes, comme les abeilles et les fourmis, savent communiquer de manière subtile, s'informant mutuellement des endroits où trouver de la nourriture. Ce ne fut pas non plus le premier langage vocal. Beaucoup d'animaux, y compris toutes les espèces de singes, ont des langages vocaux. Les singes verts, par exemple, communiquent par diverses sortes d'appels vocaux. Les zoologistes ont identifié un appel qui signifie « Attention, un aigle !» et un autre, un peu différent, « Attention, un lion !» Quand les chercheurs ont passé un enregistrement du premier appel à un groupe de singes, ceux-ci ont suspendu leurs activités pour regarder en l'air, apeurés. Entendant un enregistrement du second appel, concernant les lions, le même groupe s'est empressé de grimper à un arbre. Le sapiens produit plus de sons distincts que les singes verts, mais les baleines et les éléphants ont également des capacités impressionnantes. Un perroquet peut dire tout ce qu'Albert Einstein pouvait dire, mais aussi imiter les sons du téléphone qui sonne, les portes qui claquent et les mugissements des sirènes. Quelle est donc la singularité de notre langage ? La réponse la plus courante est qu'il est d'une étonnante souplesse. Nous pouvons associer un nombre limité de sons et de signes pour produire un nombre infini de phrases, chaque fois avec un sens distinct. Ainsi, pouvons-nous assimiler, stocker et communiquer une prodigieuse quantité d'informations sur le monde qui nous entoure. Un singe vert peut crier à ses congénères « Attention, un lion !» Mais un humain moderne peut raconter à ses amis que ce matin, près du coude de la rivière, il a vu un lion suivre un troupeau de bisons. Il peut indiquer l'endroit exact, y compris les différents sentiers qui y conduisent. Fort de cette information, les membres de sa bande peuvent y réfléchir et en discuter. Doivent-ils aller vers la rivière, éloigner le lion et chasser le bison ? Selon une deuxième théorie, notre langage unique aurait évolué comme moyen de partager des informations sur le monde. Mais l'information la plus importante qu'il fallait transmettre concernait les humains, non pas les lions ou les bisons. Notre langage a évolué comme une manière de bavarder. Suivant cette théorie, Homo sapiens est essentiellement un animal social. La coopération sociale est la clé de notre survie et de notre reproduction.
Il ne suffit pas aux hommes et aux femmes de savoir où sont les lions et les bisons. Il importe bien davantage pour eux de savoir qui dans leur bande est qui couche avec qui est honnête, qui triche. La quantité d'informations qu'il faut obtenir et emmagasiner pour suivre les relations en perpétuelle évolution de quelques douzaines d'individus seulement est renversante. Pour une bande de 50 individus, il y a 1225 relations de personne à personne et d'innombrables combinaisons sociales plus complexes. Tous les singes montrent un vif intérêt pour ces informations sociales, mais ils ont du mal à bavarder efficacement. Les Néandertals et les Homo sapiens archaïques avaient probablement aussi du mal à parler dans le dos des autres. Une faculté très calomniée qui est en vérité essentielle à la coopération en nombre. Les nouvelles capacités linguistiques que le sapiens moderne a acquises voici quelques 70 millénaires lui ont permis de bavarder des heures d'affilée. Avec des informations fiables sur les personnes de confiance, les petites bandes ont pu former des bandes plus grandes, et Sapiens a pu élaborer des formes de coopération plus resserrées et plus fines. On pourrait croire à une plaisanterie, mais de nombreuses études corroborent cette théorie du commérage. Aujourd'hui encore, la majeure partie de la communication humaine, email, appels téléphoniques et échos dans la presse, tient du bavardage. Celui-ci nous est si naturel qu'il semble que notre langage se soit précisément développé à cette fin. Vous croyez vraiment que les professeurs d'histoire parlent des causes de la Première Guerre mondiale quand ils se retrouvent à déjeuner ? Ou que dans les conférences scientifiques, les physiciens nucléaires profitent des pauses café pour parler de quarks ? Ça arrive. Plus souvent, toutefois, ils parlent de la prof qui a découvert que son mari la trompait, de la querelle entre le chef de département et le doyen, ou des rumeurs suivant lesquelles un collègue se sert de ses crédits de recherche pour se payer une Lexus. Les commérages se focalisent habituellement sur les méfaits. Les propagateurs de rumeurs sont à l'origine du quatrième pouvoir, des journalistes qui informent la société et la protègent des tricheurs et des pique-assiettes. Très vraisemblablement, la théorie du commérage et la théorie du lion près de la rivière sont toutes deux valables. Mais la caractéristique véritablement unique de notre langage, c'est la capacité à transmettre des informations non pas sur des hommes et des lions, mais sur des choses qui n'existent pas. Pour autant que nous le sachions, seuls les sapiens peuvent parler de toutes sortes d'entités qu'ils n'ont jamais vues, touchées ou senties. Légendes, mythes, dieux et religions, tous sont apparus avec la révolution cognitive. Auparavant, beaucoup d'animaux et d'espèces humaines pouvaient dire « Attention, un lion !» Grâce à la révolution cognitive, Homo sapiens a acquis la capacité de dire « Le lion est l'esprit tutélaire de notre tribu ». Cette faculté de parler de fiction est le trait le plus singulier du langage du sapiens. On conviendra sans trop de peine que seul l'Homo sapiens peut parler de choses qui n'existent pas vraiment et croire à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Jamais vous ne convaincrez un singe de vous donner sa banane en lui promettant qu'elle lui sera rendue au centuple au ciel des singes. Mais pourquoi est-ce si important ? Somme toute, la fiction peut dangereusement égarer ou distraire. Les gens qui vont dans la forêt en quête de fées ou de licornes sembleraient avoir moins de chances de survie que ceux qui cherchent des champignons ou des cerfs. Et si vous passez des heures à prier des esprits tutélaires inexistants, ne perdez-vous pas un temps précieux qui serait mieux employé à fourrager, vous battre ou forniquer ? Or, c'est la fiction qui nous a permis d'imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement. Nous pouvons tisser des mythes tels que le récit de la création biblique, le mythe du temps du rêve des aborigènes australiens
ou les mythes nationalistes des États modernes. Ces mythes donnent aux sapiens une capacité sans précédent de coopérer en masse et en souplesse. Fourmis et abeilles peuvent aussi travailler ensemble en grand nombre, mais elles le font de manière très rigide et uniquement avec de proches parents. Loups et chimpanzés coopèrent avec bien plus de souplesse que les fourmis, mais ils ne peuvent le faire qu'avec de petits nombres d'autres individus qu'ils connaissent intimement. Sapiens peut coopérer de manière extrêmement flexible avec d'innombrables inconnus. C'est ce qui lui permet de diriger le monde pendant que les fourmis mangent nos restes et que les chimpanzés sont enfermés dans les zoos et les laboratoires de recherche. La légende de Peugeot. Nos cousins chimpanzés vivent habituellement en petites troupes de plusieurs douzaines d'individus. Ils nouent des amitiés solides, chassent ensemble et se serrent les coudes contre les babouins, les guépards et les chimpanzés ennemis. Leur structure sociale a tendance à être hiérarchisée. Le membre dominant, presque toujours un mâle, est appelé mâle alpha. Les autres mâles et femelles montrent leur soumission au mâle alpha en s'inclinant devant lui tout en poussant des grognements, à la manière des sujets qui font des courbettes devant le roi. Le mâle alpha s'efforce de faire régner l'harmonie sociale au sein de sa troupe. Quand deux individus se battent, il intervient pour faire cesser la violence. Avec moins de bienveillance, il pourrait monopoliser des aliments particulièrement convoités et empêcher les mâles subalternes de s'accoupler avec les femelles. Quand deux mâles se disputent la position alpha, ils le font habituellement en formant à l'intérieur du groupe de très larges coalitions de partisans, tant mâles que femelles. Les liens entre membres d'une coalition reposent sur des contacts intimes quotidiens, étreintes, caresses, baisers, toilettes et échanges de faveurs. De même que les politiciens en campagne serrent les mains et embrassent les bébés, de même, dans un groupe de chimpanzés, les aspirants à la position la plus haute passent beaucoup de temps à embrasser, taper sur le dos et bisouiller les bébés. Le mâle alpha conquiert habituellement sa position non pas par une force physique supérieure, mais parce qu'il dirige une coalition grande et stable. Ces coalitions jouent un rôle central non seulement au cours des luttes ouvertes pour la position alpha, mais dans presque toutes les activités au jour le jour. En temps de trouble, les membres d'une coalition passent plus de temps ensemble, partagent la nourriture et s'entraident. Il existe des limites claires à la taille des groupes qui peuvent se former et se maintenir ainsi. Pour que ça marche, tous les membres du groupe doivent se connaître intimement. Deux chimpanzés qui ne se sont jamais rencontrés ni battus et qui ne se sont jamais livrés à une toilette mutuelle ne sauront pas s'ils peuvent se fier l'un à l'autre, si cela vaudrait la peine de s'entraider et lequel est le plus haut placé. Dans des conditions naturelles, une troupe typique de chimpanzés compte entre 20 et 50 individus. Si le nombre de chimpanzés d'une troupe augmente, l'ordre social se déstabilise au point de déboucher finalement sur une rupture et sur la formation par certains éléments d'une nouvelle troupe. Les zoologistes n'ont observé des groupes de plus de 100 chimpanzés que dans une poignée de cas. Les groupes séparés coopèrent rarement et ont tendance à se disputer territoire et nourriture. Des chercheurs ont étudié de longues guerres entre groupes et même un cas d'activité génocidaire avec une troupe qui massacrait systématiquement la plupart des membres d'une bande voisine. De semblables configurations dominèrent probablement la vie sociale des premiers humains, dont l'Homo sapiens archaïque. Comme les chimpanzés, les humains ont des instincts sociaux qui permirent à nos ancêtres de forger des amitiés et des hiérarchies, de chasser et de combattre ensemble. Toutefois, comme les instincts sociaux des singes, ceux des hommes n'étaient adaptés que pour de petits groupes d'intimes. Le groupe devenant trop grand, l'ordre social s'en trouvait déstabilisé et la bande se scindait. Même si une vallée
particulièrement fertile pouvait nourrir 500 sapiens archaïques, il n'y avait pas moyen pour tant d'inconnus de vivre ensemble. Comment choisir qui serait le chef? Qui devrait chasser et où? Qui devrait s'accoupler? Dans le sillage de la révolution cognitive, le bavardage aida Homo sapiens à former des bandes plus larges et plus stables. Mais lui-même a ses limites. La recherche sociologique a montré que la taille naturelle maximale d'un groupe lié par le commérage est d'environ 150 individus. La plupart n'en peuvent connaître intimement plus de 150. On retrouve la même limite quant au bavardage efficace. Aujourd'hui encore, le seuil critique de la capacité d'organisation humaine se situe autour de ce chiffre magique. En deçà de ce seuil, les communautés, les entreprises, les réseaux sociaux et les unités militaires peuvent se perpétuer en se nourrissant essentiellement de connaissances intimes et de rumeurs colportées. Nul n'est besoin de rang officiel, de titres et de codes de loi pour maintenir l'ordre. Un peloton de 30 soldats ou même une compagnie de 100 soldats peuvent parfaitement fonctionner sur la base de relations intimes, avec un minimum de discipline formelle. Un sergent respecté peut devenir le roi de la compagnie et peut même exercer une autorité sur des officiers. Une petite affaire familiale peut survivre et prospérer sans conseil d'administration, ni PDG, ni service de comptabilité. Une fois franchi le seuil de 150 individus, cependant, les choses ne peuvent plus fonctionner ainsi. On ne conduit pas une division forte de milliers de soldats comme on dirige un peloton. Les entreprises familiales qui réussissent traversent généralement une crise quand elles prennent de l'importance et embauchent du personnel. Si elles ne savent pas se réinventer, elles font faillite. Comment Homo sapiens a-t-il réussi à franchir ce seuil critique pour finalement fonder des cités de plusieurs dizaines de milliers d'habitants et des empires de centaines de millions de sujets? Le secret réside probablement dans l'apparition de la fiction. De grands nombres d'inconnus peuvent coopérer avec succès en croyant à des mythes communs. Toute coopération humaine à grande échelle, qu'il s'agisse d'un État moderne, d'une église médiévale, d'une cité antique ou d'une tribu archaïque, s'enracine dans des mythes communs qui n'existent que dans l'imagination collective. Les églises s'enracinent dans des mythes religieux communs. Deux catholiques qui ne se sont jamais rencontrés peuvent néanmoins partir en croisade ensemble ou réunir des fonds pour construire un hôpital parce que tous deux croient que Dieu s'est incarné et s'est laissé crucifier pour racheter nos péchés. Les États s'enracinent dans des mythes nationaux communs. Deux Serbes qui ne se sont jamais rencontrés peuvent risquer leur vie pour se sauver l'un l'autre parce que tous deux croient à l'existence d'une nation serbe, à la patrie serbe et au drapeau serbe. Les systèmes judiciaires s'enracinent dans des mythes légaux communs. Deux juristes qui ne se sont jamais rencontrés peuvent néanmoins associer leurs efforts pour défendre un parfait inconnu parce que tous deux croient à l'existence des lois, de la justice, des droits de l'homme et des honoraires qu'ils touchent. Pourtant, aucune de ces choses n'existe, hors des histoires que les gens inventent et se racontent les uns aux autres. Il n'y a pas de Dieu dans l'univers, pas de nation, pas d'argent, pas de droits de l'homme, ni loi, ni justice, hors de l'imagination commune des êtres humains. Nous comprenons aisément que les primitifs cimentent leur ordre social en croyant aux fantômes et aux esprits et se rassemblent à chaque pleine lune pour danser autour du feu de camp. Ce que nous saisissons mal, c'est que nos institutions modernes fonctionnent exactement sur la même base. Prenez l'exemple du monde des entreprises. Les hommes d'affaires et les juristes modernes sont en fait de puissants sorciers. Entre eux et les chamans tribaux,
La principale différence est que les hommes de loi modernes racontent des histoires encore plus étranges. La légende de Peugeot nous en offre un bon exemple. De Paris à Sydney, apparaît sur des automobiles, des camions et des mobylettes une icône qui ressemble un peu à l'homme-lion de Stadel, la figurine qui orne le capot des Peugeot, l'un des constructeurs automobiles les plus anciens et les plus importants d'Europe. Au début, Peugeot était une petite affaire familiale de Valentinier, un village situé à 300 km seulement de la grotte de Stadel. Aujourd'hui, la société emploie plus de 200 000 personnes à travers le monde, la plupart étant de parfaits étrangers les uns pour les autres. Ces étrangers coopèrent si efficacement qu'en 2008, Peugeot produisait plus de 1,5 million de véhicules pour un chiffre d'affaires tournant autour de 55 milliards d'euros. En quel sens pouvons-nous dire que Peugeot SA, nom officiel de la société, existe? Il existe quantité de véhicules Peugeot, mais les véhicules et la société sont deux choses différentes. Même si toutes les Peugeot du monde étaient simultanément mises à la ferraille et vendues au prix du métal, Peugeot SA ne disparaîtrait pas. Elle continuerait de produire de nouvelles voitures et de publier son rapport annuel. La compagnie possède des usines, des machines et des showrooms, et elle emploie des mécaniciens, des comptables et des secrétaires, mais tout ceci réunis ne font pas pour autant Peugeot. Une catastrophe pourrait tuer chacun de ses employés, détruire toutes ses chaînes de montage et les bureaux de ses dirigeants. La société pourrait malgré tout emprunter, embaucher de nouveaux employés, construire de nouvelles usines et acheter de nouvelles machines. Peugeot a des dirigeants et des actionnaires qui ne constituent pas davantage la société. Tous les dirigeants pourraient être écartés, toutes les actions vendues, la compagnie n'en demeurerait pas moins intacte. Non que Peugeot SA soit invulnérable ou immortel. Si un juge devait ordonner la dissolution de la compagnie, ses usines resteraient debout et ses ouvriers, ses comptables, ses dirigeants et ses actionnaires continueraient de vivre, mais Peugeot SA disparaîtrait immédiatement. Bref, Peugeot SA semble n'avoir aucune relation essentielle avec le monde physique. Existe-t-elle vraiment? Peugeot est une création de notre imagination collective. Les juristes parlent de fiction de droit. On ne saurait la montrer du doigt. Ce n'est pas un objet matériel. En revanche, elle existe en tant qu'entité juridique. Au même titre que vous et moi, elle est liée par les lois des pays dans lesquels elle opère. Elle peut ouvrir un compte en banque et posséder des biens. Elle paie des impôts. Elle peut être poursuivie, même indépendamment des personnes qui la possèdent ou qui travaillent pour elle. Peugeot appartient à un genre particulier de fiction juridique, celle des sociétés anonymes à responsabilité limitée. L'idée qui se trouve derrière ces compagnies compte parmi les inventions les plus ingénieuses de l'humanité. Des millénaires et des millénaires durant, Homo sapiens a vécu sans elles. Pendant la majeure partie de l'histoire, seuls ont pu posséder des biens des hommes de chair et de sang, du genre qui se tient sur deux jambes et a un gros cerveau. Si, dans la France du XIIIe siècle, Jean montait un atelier de chariot, l'affaire et lui ne faisaient qu'un. Si un chariot qu'il avait fabriqué se brisait une semaine après la vente, l'acheteur mécontent l'aurait poursuivi personnellement. Si Jean avait emprunté 1000 pièces d'or pour monter son atelier, puis fait faillite, c'était à lui de rembourser en vendant ses biens personnels, sa maison, sa vache, sa terre. Il pouvait même être obligé de vendre ses enfants, les vouant ainsi à la servitude. S'il ne parvenait à couvrir sa dette, il pouvait être jeté en prison par l'État ou réduit en esclavage par ses créanciers. Il était totalement comptable, sans limite, pour toutes les obligations contractées par son atelier.
Si vous aviez vécu à cette époque, vous y auriez probablement réfléchi à 2 fois, voire beaucoup plus, avant de lancer votre entreprise. De fait, cette situation légale décourageait l'esprit d'entreprise. Les gens avaient peur de lancer de nouvelles affaires et de prendre des risques économiques. Valait-il la peine de risquer de plonger les siens dans une misère noire ? De là vient que l'on se mit collectivement à imaginer l'existence de sociétés à responsabilité limitée. Des sociétés indépendantes des personnes qui les lançaient, investissaient en elles ou les dirigeaient. Au cours des derniers siècles, ces sociétés sont devenues les principaux acteurs de l'arène économique, et nous nous y sommes à ce point habitués que nous oublions qu'elles n'existent que dans notre imagination. Aux États-Unis, cette société anonyme à responsabilité limitée porte le nom de corporation, ce qui est ironique quand on sait que le mot vient du latin corpus, corps, la seule chose que ne possèdent pas ces sociétés. Alors même qu'elles n'ont pas de corps, le système juridique américain les traite comme des personnes juridiques, comme des êtres de chair et de sang. Tel était aussi le cas du système français en 1896, quand Armand Peugeot, qui avait hérité de ses parents un atelier produisant des ressorts, des scies et des bicyclettes, décida de se lancer dans l'automobile. S'il donna son nom à la société, celle-ci resta indépendante de lui. Si une voiture tombait en panne, l'acheteur pouvait poursuivre Peugeot, mais pas Armand Peugeot. Si la société empruntait des millions avant de faire faillite, Armand Peugeot ne devait pas le moindre franc à ses créanciers. Après tout, le prêt avait été accordé à Peugeot, la société, non pas à Armand Peugeot, l'homo sapiens. Armand Peugeot est mort en 1915. La société Peugeot est toujours en vie. Comment, au juste, Armand Peugeot, l'homme, a-t-il créé la société Peugeot ? En gros, comme les prêtres et les sorciers ont créé dieux et démons tout au long de l'histoire, et comme des milliers de curés français créaient encore le corps du Christ chaque dimanche dans leur église paroissiale. Il s'agissait au fond de raconter des histoires et de convaincre les gens d'y croire. Dans le cas des curés, l'histoire cruciale était celle de la vie et de la mort du Christ, telle que l'Église catholique la raconte. Selon cette histoire, si le prêtre, revêtu de ses habits sacerdotaux, prononce solennellement les bons mots au bon moment, le pain et le vin se transforment en chair et en sang du Christ. « Hoc est corpus meum » s'exclamait le prêtre. « Ceci est mon corps. » Et « hocus pocus » le pain devenait chair. Voyant que le prêtre avait assidûment et convenablement suivi la procédure, des millions de catholiques fervents se conduisaient comme si Dieu était réellement présent dans le vin et le pain consacré. Dans le cas de Peugeot SA, l'histoire cruciale est celle du Code de loi français, fruit du travail des parlementaires. Selon les législateurs français, si un juriste certifié suivait la liturgie et les rituels de rigueur, écrivait les charmes et serments requis sur un bout de papier merveilleusement décoré et apposait sa signature et son paraphe au bas du document, alors, hocus pocus, une nouvelle société était constituée. Quand, en 1896, Armand Peugeot voulut créer sa société, il chargea un juriste de suivre cette procédure sacrée. L'homme de loi, ayant exécuté les bons rituels et prononcé tous les charmes et serments requis, des millions de Français se conduisirent comme si la société Peugeot existait vraiment. Raconter des histoires efficaces n'est pas facile. La difficulté n'est pas de raconter l'histoire,
mais de convaincre tous les autres d'y croire. Une bonne partie de l'histoire tourne autour de cette question. Comment convaincre des millions de gens de croire des histoires particulières sur les dieux, les nations ou les sociétés anonymes à responsabilité limitée? Quand ça marche pourtant, cela donne aux sapiens un pouvoir immense, parce que cela permet à des millions d'inconnus de coopérer et de travailler ensemble à des objectifs communs. Essayez donc d'imaginer combien il eût été difficile de créer des États, des églises ou des systèmes juridiques si nous ne pouvions parler que de ce qui existe réellement, comme les rivières, les arbres et les lions. Au fil des ans, a été tissé un réseau d'histoires d'une incroyable complexité. Dans ce réseau, des fictions comme Peugeot non seulement existent, mais elles accumulent un immense pouvoir. Dans les cercles universitaires, le genre de choses que les gens créent à travers ce réseau d'histoires porte le nom de fiction, construction sociale ou réalités imaginaires. Une réalité imaginaire n'est pas un mensonge. Je mens quand je dis qu'il y a un lion près de la rivière alors que je sais parfaitement qu'il n'y en a pas. Mentir n'a rien de très particulier. Les singes verts et les chimpanzés peuvent mentir. On a observé un singe vert crier « Attention, un lion !» alors qu'il n'y avait pas de lion dans les parages. L'alerte avait l'avantage d'effrayer un comparse qui venait de trouver une banane que le menteur put conserver pour lui seul. Contrairement au mensonge, une réalité imaginaire est une chose à laquelle tout le monde croit. Tant que cette croyance commune persiste, la réalité imaginaire exerce une force dans le monde. Très probablement, le sculpteur de la grotte Stadel pouvait sincèrement croire à l'existence de l'esprit tutélaire homme-lion. Certains sorciers sont des charlatans, mais la plupart croient sincèrement à l'existence de dieux et de démons. La plupart des millionnaires croient sincèrement à l'existence de l'argent et des sociétés anonymes à responsabilité limitée. La plupart des défenseurs des droits de l'homme croient sincèrement à l'existence des droits de l'homme. Personne ne mentait quand, en 2011, les Nations Unies exigèrent du gouvernement libyen qu'il respecte les droits de l'homme de ses citoyens, alors même que les Nations Unies, la Libye et les droits de l'homme sont des fictions nées de notre imagination fertile. Depuis la révolution cognitive, les sapiens ont donc vécu dans une double réalité. D'un côté, la réalité objective des rivières, des arbres et des lions. De l'autre, la réalité imaginaire des dieux, des nations et des sociétés. Au fil du temps, la réalité imaginaire est devenue toujours plus puissante, au point que de nos jours, la survie même des rivières, des arbres et des lions dépend de la grâce des entités imaginaires comme le Dieu Tout-Puissant, les États-Unis ou Google. Voilà, on va s'arrêter là pour cet extrait. Ça continue. Vraiment, ce livre est passionnant. Je vous redonne le titre, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, de Yuval Noah Harari. Voilà, moi ça m'a fait un drôle de truc. C'est vraiment cette capacité de fiction. Et c'est rigolo, il n'y a pas longtemps, je me disais « Oh là là, j'ai pas d'imagination !» Et je me suis rendu compte que j'avais énormément d'imagination. J'avais une imagination tournée vers du négatif. C'est-à-dire que j'étais capable, dans n'importe quelle situation donnée, à chaque fois, j'imaginais et je projetais pour moi le pire. Genre, t'as, je sais pas moi, une présentation d'un truc à faire, tu vas te planter, les gens vont te détester, ça va être nul, on va te jeter des tomates. J'imaginais toujours le pire. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point l'imaginaire était présent dans ma vie, alors même que je pensais qu'il n'y était pas. C'est juste que je le tournais uniquement pour le pire. Cette capacité de fiction, cet imaginaire, cette capacité d'imaginer, c'est ce qui a permis que Homo sapiens, que nous, à l'heure actuelle,
soyons la seule espèce humaine vivante sur Terre. C'est aussi ce qui a permis que nous soyons l'espèce dominante, en tout cas en apparence. Un petit peu de fiction, je ne sais pas, En tout cas en apparence, la seule espèce, l'espèce dominante sur cette planète, une espèce qui a provoqué quand même la disparition de beaucoup d'autres espèces, puisque on envahit tout, on prend toute la place. Tout ça, c'est grâce à notre capacité d'imagination. Alors, si on se saisissait enfin de cette capacité-là au lieu de la subir, si on s'en rendait vraiment compte et si on voyait, moi ce que ça m'a fait comme drôle d'effet, c'est de voir que tout ce qu'on croit, la plupart des choses de nos vies, qui composent nos vies, toutes les choses où on se dit « Oh là là, mais c'est grave !» En fait, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Ce ne sont que des mythes auxquels on a décidé de croire et auxquels on donne une existence. Et en fait, on peut tout transformer en se disant « Bah tiens, ce mythe-là ne m'intéresse plus, je vais le transformer. » Si par exemple, on est dans un truc où on est dans une adversité permanente, en fait, pourquoi on ne peut pas transformer ça et changer ça? Après, la double réalité, la réalité imaginaire, a une réalité concrète, c'est-à-dire que l'argent n'existe pas et pourtant, il faut en avoir pour bouffer. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, ça m'a fait un drôle de truc. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous laisse cogiter et prendre à bras-le-corps votre imaginaire pour vous en servir. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez tous nos autres articles, nos autres podcasts, notamment le podcast de La Passerelle Musicale, sur notre site projet-lapasserelle.com. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com, les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle. Pour comprendre notre nature, notre histoire et notre psychologie, il nous faut entrer dans la tête de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Pendant la quasi-totalité de leur histoire, les sapiens ont été des fourrageurs. Les 200 dernières années, au cours desquelles des nombres toujours croissants de sapiens ont gagné leur pain quotidien comme travailleurs urbains et employés de bureau, et les 10 000 années antérieures, durant lesquelles les sapiens ont vécu du travail de la terre et des troupeaux, sont un clin d'œil en comparaison des dizaines de milliers d'années durant lesquelles nos ancêtres ont chassé et cueilli. Suivant la psychologie de l'évolution, qui est aujourd'hui un domaine florissant, nombre de nos caractéristiques sociales et psychologiques actuelles ont été façonnées au cours de cette longue ère préagricole. Aujourd'hui encore, à en croire les spécialistes, nos cerveaux et nos esprits sont adaptés à une vie de chasse et de cueillette. Nos habitudes alimentaires, nos conflits et notre sexualité sont tous le fruit de l'interaction de nos esprits de chasseurs-cueilleurs et de notre environnement post-industriel actuel avec ses mégalopoles, ses avions, ses téléphones et ses ordinateurs. Cet environnement nous assure plus de ressources matérielles et une vie plus longue qu'à aucune autre génération antérieure. De ce fait, cependant, nous nous sentons souvent aliénés, déprimés et pressurés. Si l'on veut comprendre pourquoi, soutiennent les spécialistes de psychologie de l'évolution, il nous faut sonder le monde du chasseur-cueilleur qui nous a façonnés, le monde qu'inconsciemment nous continuons d'habiter. Par exemple, pourquoi nous gorgeons-nous d'aliments hypercaloriques qui ne font guère de bien à notre corps? Les sociétés d'abondance actuelles sont en proie au fléau de l'obésité, qui se répand rapidement dans les pays en voie de développement. Pourquoi nous nous bafferons de la nourriture la plus sucrée et la plus grasse que nous puissions trouver est une énigme qui disparaît quand on se penche sur les habitudes alimentaires de nos ancêtres fourrageurs. Dans les savanes et les forêts qu'ils habitaient, les douceurs étaient fort rares, et la nourriture en général demeurait insuffisante. Il y a 30 000 ans,
Un fourrageur typique n'avait accès qu'à un seul type de produit sucré, le fruit mûr. Si une femme de l'âge de pierre tombait sur un figuier, le mieux qu'elle pût faire était d'en manger le plus possible sur le champ avant que la bande de babouins du coin ne dépouille l'arbre entièrement. L'instinct qui nous pousse à engloutir des aliments très caloriques est profondément inscrit dans nos gènes. Nous pouvons bien habiter aujourd'hui de grands immeubles équipés de réfrigérateurs pleins à craquer. Notre ADN croit encore que nous sommes dans la savane. C'est ce qui nous fait engloutir un pot entier de glace Ben & Jerry's quand nous en trouvons un au congélo et un Coca géant pour la faire descendre. Cette théorie du gène de la goinfrerie est largement acceptée. D'autres théories sont bien plus contestées. Par exemple, certains psychologues de l'évolution soutiennent que les anciennes bandes de fourrageurs ne se composaient pas de familles nucléaires centrées sur des couples monogames. Les fourrageurs vivaient plutôt en commune, qui ignoraient la propriété privée, les relations monogames et même la paternité. Dans une bande de ce genre, une femme pouvait avoir des relations sexuelles et nouer des liens intimes avec plusieurs hommes et femmes en même temps. Tous les adultes de la bande coopéraient pour élever les enfants. Aucun homme ne sachant vraiment quels enfants étaient les siens, il montrait une sollicitude égale pour tous les petits. Cette structure sociale n'a rien d'une utopie de l'ère du Verseau. Elle est amplement attestée chez les animaux, notamment parmi nos plus proches parents, les chimpanzés et les bonobos. Il y a même quelques cultures humaines actuelles qui pratiquent la paternité collective. Par exemple, les Indiens Bari. Dans les croyances de ces sociétés, un enfant ne naît pas du sperme d'un seul homme, mais de l'accumulation du sperme dans la matrice d'une femme. Une bonne mère se fera un devoir de coucher avec plusieurs hommes, surtout quand elle est enceinte, afin que son enfant jouisse des qualités et des soins paternels du meilleur chasseur, mais aussi du meilleur conteur, du guerrier le plus valeureux et de l'amant le plus prévenant. Cela vous paraît idiot ? Ne perdez pas de vue qu'avant l'essor des études embryologiques modernes, on n'avait aucune preuve que les bébés sont toujours engendrés par un seul père plutôt que par plusieurs. Suivant les tenants de cette théorie de la commune ancienne, les infidélités fréquentes caractéristiques des mariages modernes et le pourcentage élevé de divorces, sans parler de la pléthore de complexes psychologiques dont souffrent les enfants comme les adultes, résulte de l'obligation faite aux hommes de vivre dans des familles mononucléaires et d'avoir des relations monogames qui sont incompatibles avec notre logiciel biologique. Beaucoup de chercheurs rejettent vivement cette théorie. La monogamie et la formation de familles nucléaires, insiste-t-il, sont au cœur des comportements humains. Même si les sociétés de chasseurs-cueilleurs avaient tendance à être plus communautaires et égalitaires que les sociétés modernes, soulignent ces chercheurs, elles n'en comprenaient pas moins des cellules séparées, avec chacune un couple jaloux et les enfants qu'ils avaient eus ensemble. C'est précisément pour cela que les relations monogames et les familles nucléaires sont la norme dans l'immense majorité des cultures et que les hommes et les femmes sont très possessifs avec leurs partenaires et leurs enfants et que même dans des États modernes comme la Corée du Nord et la Syrie, l'autorité politique passe de père en fils. Pour trancher cette controverse et comprendre notre sexualité, notre société et notre système politique, il faut apprendre quelque chose des conditions de vie de nos ancêtres, examiner comment Sapiens vivait entre la révolution cognitive d'il y a 70 000 ans et le début de la révolution agricole, voici quelques 12 000 ans. Malheureusement, quelques incertitudes subsistent sur la vie de nos ancêtres fourrageurs. Le débat entre l'école de la commune ancienne et celle de la monogamie éternelle repose sur des preuves fragiles. Bien entendu, nous n'avons pas de traces écrites de l'âge des fourrageurs,
et les données archéologiques consistent essentiellement en os fossilisés et en outils de pierre. Les artefacts composés de matériaux plus périssables, bois, bambou ou cuir, ne survivent que dans des conditions exceptionnelles. L'impression commune que les êtres humains pré-agricoles vivaient dans un âge de pierre est une méprise fondée sur ce travers archéologique. Plutôt que d'âge de pierre, il serait plus exact de parler d'âge du bois, parce que la plupart des outils qu'utilisaient les chasseurs-cueilleurs étaient en bois. Toute reconstruction de la vie des anciens chasseurs-cueilleurs à partir d'artefacts survivants est extrêmement problématique. Une des différences les plus flagrantes entre les anciens fourrageurs et leurs descendants agricoles et industriels est que les premiers avaient fort peu d'artefacts et que ceux-ci jouaient un rôle relativement modeste dans leur vie. Au cours de sa vie, un membre typique d'une société d'abondance moderne possédera plusieurs millions d'artefacts, des voitures et des maisons aux couches jetables et aux packs de lait. Il n'est guère d'activité, de croyances ou même d'émotions qui ne passent par des objets de notre conception. Nos habitudes alimentaires passent par la médiation d'une ahurissante panoplie d'articles de ce genre, des cuillères et des verres aux laboratoires de génie génétique et aux cargos transocéaniques. Dans nos jeux, nous utilisons pléthore de jouets, des cartes en plastique, au stade de 100 000 spectateurs. Nos histoires de cœur et de sexe recourent à toutes sortes d'adjuvants, bagues, lits, beaux habits, lingerie sexy, préservatifs, restaurants à la mode, salons d'aéroport, salles de mariage, traiteurs. Les religions introduisent le sacré dans nos vies à travers les églises gothiques, les mosquées ou les ashrams hindous, les rouleaux de la Torah, les moulins à prière tibétains, les soutanes des prêtres, les bougies, l'encens, les arbres de Noël, les boulettes de matzah, les pierres tombales et les icônes. Ce n'est qu'au moment de déménager que nous prenons conscience de l'ampleur de ce barda. Les fourrageurs changeaient de maison tous les mois, toutes les semaines, voire chaque jour, trimballant tous leurs biens sur leur dos. Il n'y avait pas de déménageurs, ni de chariots, ni même d'animaux de bas pour partager le fardeau. Aussi devaient-ils se contenter de l'essentiel. On peut donc raisonnablement penser que la majeure partie de leur vie mentale, religieuse et émotionnelle se passait d'artefacts. Dans 100 000 ans, un archéologue pourrait se faire une idée raisonnable des croyances et pratiques de l'islam à partir de la multitude d'objets exhumés des ruines d'une mosquée. En revanche, nous avons du mal à essayer de comprendre les croyances et rituels des chasseurs-cueilleurs. C'est à peu près le même dilemme auquel se heurterait un historien futur qui voudrait dépeindre le monde social des ados du XXIe siècle sur la seule base des courriers postaux, puisque leurs conversations téléphoniques, leurs mails, leurs blogs et leurs textos ne laissent aucune trace. S'en remettre aux artefacts donne ainsi une image déformée de la vie des chasseurs-cueilleurs. Une façon d'y remédier consiste à examiner les sociétés modernes de fourrageurs, qui se prêtent à une étude anthropologique directe. Mais on a de bonnes raisons de se méfier de toute extrapolation des sociétés modernes de fourrageurs vers les sociétés anciennes. Premièrement, toutes les sociétés de fourrageurs qui ont survécu dans les temps modernes ont été influencées par les sociétés agricoles et industrielles voisines. Dès lors, il est risqué de supposer que ce qui est vrai d'elles l'était également il y a des dizaines de milliers d'années. Deuxièmement, les sociétés modernes de fourrageurs ont surtout survécu dans des régions aux conditions climatiques difficiles et aux terrains inhospitaliers, peu propices à l'agriculture. Les sociétés qui se sont adaptées aux conditions extrêmes de régions comme le désert de Kalahari, en Afrique australe, sont sans doute un modèle très trompeur pour comprendre les sociétés anciennes de régions fertiles comme la vallée de Yangtze. En particulier, la densité de population d'une région comme le désert du Kalahari est très inférieure à ce qu'elle était autour du Yangtze,
et ce facteur est lourd de conséquences pour les questions cruciales de la taille et de la structure des bandes humaines et des relations entre elles. Troisièmement, la caractéristique la plus notable des sociétés de chasseurs-cueilleurs est précisément leur grande diversité. Elles diffèrent d'une région du monde à l'autre, mais aussi au sein d'une même région. Un bon exemple en est l'immense variété que les premiers colons européens découvrirent chez les aborigènes d'Australie. Juste avant la conquête britannique, entre 300 000 et 700 000 chasseurs-cueilleurs vivaient sur le continent, dans un nombre de tribus compris entre 200 et 600, chacune d'elles étant à son tour divisée en plusieurs bandes. Chaque tribu avait sa langue, ses normes et ses coutumes. Autour de l'actuelle Adélaïde, en Australie méridionale, vivaient plusieurs clans patrilinéaires qui se réclamaient d'un ascendant paternel. Ces clans s'associaient en tribus sur une base strictement territoriale. En revanche, certaines tribus du nord de l'Australie donnaient plus d'importance à l'ascendant maternel, et l'identité tribale de la personne dépendait de son totem plutôt que de son territoire. Il tombe sous le sens que la diversité ethnique et culturelle des anciens chasseurs-cueilleurs était aussi impressionnante, et que les 5 à 8 millions de fourrageurs qui peuplaient le monde à la veille de la révolution agricole étaient divisés en milliers de tribus séparées, avec des milliers de langues et de cultures différentes. C'était somme toute un des principaux legs de la révolution cognitive. Du fait de l'apparition de la fiction, même les populations de constitution génétique identique vivant dans des conditions écologiques similaires pouvaient créer des réalités imaginaires très différentes, qui se manifestaient à travers des normes et des valeurs elles-mêmes différentes. Par exemple, on a toutes les raisons de penser qu'une bande de fourrageurs qui vivait il y a 30 000 ans sur le terrain où se dresse aujourd'hui l'université d'Oxford parlait une langue différente de celle qu'utilisait la bande qui fourrageait du côté de l'actuelle université de Cambridge. Une bande pouvait être belliqueuse, l'autre pacifique. Peut-être celle de Cambridge vivait-elle en communauté, quand celle d'Oxford reposait sur des familles nucléaires. Les Cambridgiens pouvaient passer de longues heures à sculpter dans le bois des statues de leur esprit tutélaire, tandis que les Oxoniens célébraient leur culte par la danse. Peut-être les premiers croyaient-ils à la réincarnation, que les seconds tenaient pour une sottise. Les relations homosexuelles pouvaient être acceptées chez les uns, tabous chez les autres. Autrement dit, tandis que les observations anthropologiques des fourrageurs modernes peuvent nous aider à comprendre certaines possibilités offertes aux fourrageurs, l'horizon des possibles était bien plus large et nous demeure pour l'essentiel caché. L'horizon des possibles désigne tout le spectre des croyances, pratiques et expériences ouvertes à une société particulière, compte tenu de ses limites écologiques, techniques et culturelles. Chaque société et chaque individu n'explore qu'une infime fraction de leur horizon de possible. Les débats enflammés autour du mode de vie naturel d'Homo sapiens passent à côté de l'essentiel. Depuis la révolution cognitive, il n'y a pas eu un seul mode de vie naturel pour les sapiens. Il n'existe que des choix culturels parmi un éventail de possibles ahurissant. Et bien voilà, on va s'arrêter là, sur cet éventail ahurissant de possibilités, vu que tout, au final, n'est qu'un choix culturel du moment où il y a eu la révolution cognitive et l'apparition de la fiction. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas les traces de ce qui était que ça n'a pas existé. Ça, j'ai trouvé ça très important. Bref, je vais on débat de tout ça dans l'article qui présente la lecture du jour. Alors, cet article, il est à retrouver évidemment sur le site projet-lapasserelle.com.
voilà, j'ai envie un petit peu de développer. J'avoue que les points qui m'ont particulièrement interpellée, c'est cette notion de ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuves et de traces que ça n'a pas existé, puisque, bah oui, le bois, le bambou, le cuir, bah, ça a quand même, ça a un petit peu plus que 200 ans, hein. On est carrément aux alentours d'il y a 30 000 ans, donc ça commence à faire beaucoup, donc évidemment, ça tient pas la route. Le fait aussi de les artefacts et comment, à l'heure actuelle, nous, on s'encombre d'une quantité d'objets, et surtout, ce truc génial, on explique bien des comportements par des habitudes ancrées dans notre ADN, le fameux gène de la goinfrerie. Alors après, personne n'est d'accord, hein. Tant qu'il s'agit de bouffer, là, on peut se mettre d'accord, tout va bien. Quand il s'agit de toucher au modèle de couple ou pas couple, de relations sexuelles, fidélité ou pas fidélité, ça devient très compliqué. Et c'est à mourir de rire. Alors, le rythme des lectures a un petit peu changé. Maintenant, c'est une fois tous les 15 jours. Ouais, c'est dur. Mais du coup, ça tombe bien. Vous pouvez réécouter celle-là, vous pouvez réécouter les précédentes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à chaque fois. Et ça, c'est cool. C'est quand même des lectures un petit peu longues. Donc, dans 15 jours, je vous lis la suite. On va parler du coup de ce qu'on peut déduire de ces premières sociétés de chasseurs-cueilleurs et voir comment ça éclaire nos sociétés actuelles modernes. Oui, vous en voulez en savoir plus, vous mourrez d'impatience. Eh bien, soyez patient, un petit peu de patience. Eh ouais, ça sera la suite dans 15 jours. En attendant, vous pouvez retrouver tous les précédents podcasts et puis l'article qui présente ce podcast sur le site projet-lapasserelle.com. C'est là que vous retrouvez aussi tous nos autres articles, hein, puisque nous sommes un collectif. Donc vous allez trouver des articles qui parlent d'astrologie, on fait des analyses de nouvelles lunes, des articles qui parlent de tarot, des compositions musicales inédites. Oui, ça c'est en podcast. Le podcast s'appelle La Passerelle Musicale. Bref, plein de choses. Allez faire un tour sur le site, n'hésitez pas. Si vous aimez les lectures un petit peu plus osées, vous pouvez aussi, je vous invite à découvrir mon autre podcast qui s'appelle Les lectures érotiques de Charlie. Mais attention, je ne sais pas si ça passe dans la communauté scientifique. Donc, projet-lapasserelle.com, ça c'est notre vision chamanique du monde. On vous attend, à vos commentaires, on a hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com, les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.